Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'actions à dividendes qui sont éligibles au PEA et qui au cours actuel vont rapporter à leurs actionnaires entre 6 et 9,5% de rendement. Alors 9,5% de rendement, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'équivalent de 19 années de livret A au taux actuel de 0,5%. Et voilà, c'est ce que ça représente, les 9,5% de rendement. Donc, si vous voulez savoir quelles sont ces actions qui génèrent ces rendements très importants pour leurs actionnaires, eh bien, restez ici, on va en parler dans quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de liker, de partager les vidéos pour faire découvrir cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois que vous likez et que vous laissez des commentaires, donc n'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite par le petit disclaimer comme d'habitude. Sachez que je ne suis pas conseiller financier, que mon avis exprimé dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, que tout investissement comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale de votre investissement initial. Et sachez que je suis personnellement actionnaire des 3 sociétés que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, sans plus tarder, on commence avec la première et il s'agit de l'entreprise CNP Assurance. Et c'est celle-ci, c'est cette entreprise qui, au cours actuel, au moment où je tourne cette vidéo, fait un rendement de 9,5% cette année pour ses actionnaires. C'est magique. On va découvrir un peu plus en détail ce que fait CNP Assurance. Alors avec le nom, vous avez une petite idée, mais on va vraiment décortiquer un petit peu pour voir si ce rendement, il est exceptionnel ou pas, s'il est tenable dans le temps, est-ce que c'est une bonne entreprise à dividendes ? Eh bien, on va essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors pour creuser un petit peu, sachez que CNP Assurance a plus de 170 années d'expérience. Ouais, donc ils connaissent un tout petit peu le métier. Ils sont donc assureurs depuis 1850 jusqu'en 1992. C'était un établissement 100% public. La société est rentrée en bourse en 1998 et comme d'habitude dans toutes mes vidéos, vous le savez maintenant, je vous mets toujours le ticker Euronext, en l'occurrence CNP et le code ISIL. Comme ça, si jamais l'action vous intéressait et que vous vouliez la regarder d'un petit peu de plus près, vous êtes sûr de ne pas vous planter. CNP a 2 gros segments d'offres. Vous avez tout ce qui est épargne retraite avec des assurances vie en euros qui sont proposées, en unités de compte. D'ailleurs, ils sont en train de pousser, comme tout le monde, à fond pour les unités de compte. Il y a une partie retraite avec notamment les plans épargne retraite. Et puis, il y a la grosse partie prévoyance protection. Moi, c'est comme ça que j'ai connu personnellement CNP Assurance avec tout ce qui est assurance santé complémentaire, l'assurance dentaire, mais aussi et surtout tout ce qui est prêt immobilier, l'assurance emprunteur. C'est-à-dire que si vous avez acheté votre appartement ou votre maison via le groupe BPCE ou via la banque postale, eh bien l'assurance emprunteur qui vous a été poussée, c'est celle de CNP Assurance. Après, ils font pas que ça, ils font aussi de l'assurance multirisque habitation et également de l'assurance automobile. Alors, depuis l'introduction en bourse, il y avait 4 actionnaires historiques, en l'occurrence la Caisse des dépôts, la Banque postale, l'État et le groupe BPCE. Bon, la Caisse des dépôts, la Banque postale et l'État, tout ça, ça fait un peu qu'un, on est bien d'accord, tout ça c'est public. Donc, beaucoup de public au niveau des actionnaires historiques et puis un actionnaire privé en l'occurrence, donc BPCE. Depuis l'année dernière, ça a un petit peu bougé. Alors quand je vous dis un petit peu, c'est que ça a juste été un jeu un peu de chaise musicale au niveau des acteurs publics, puisque depuis le 4 mars 2020, la Banque postale est devenue le premier actionnaire de CNP Assurance. Alors la Banque postale est détenue elle-même par le groupe La Poste, qui est détenu par la Caisse des dépôts et à 34% par l'État. Donc derrière tout ça, c'est l'État de toute manière. Donc 63% quasiment du capital entre les mains de la Banque postale. Vous avez le groupe BPCE qui a un peu plus de 16% du capital. Et puis vous avez le flottant qui représente 21,05% des actions. Donc ce sont donc les actions qui sont en circulation, donc qui sont possédées par d'autres investisseurs, dont les investisseurs individuels. Alors sur les 100% du capital de CNP Assurance, les investisseurs individuels possèdent 2% du capital. Alors il faut savoir qu'il y a un pacte d'actionnaires entre la Banque postale et le groupe BPCE, donc ils travaillent main dans la main à diriger CNP Assurance, même si c'est bien sûr la Banque postale qui gouverne, qui a la main mise dessus avec plus de 63% du capital. Et puis sachez que CNP Assurance a un accord de distribution jusqu'à fin 2030 avec le groupe BPCE, mais on va y revenir juste après.
On regarde quelques chiffres clés concernant CNP Assurance. CNP Assurance, c'est plus de 5000 collaborateurs dans le monde. Il y a plusieurs centaines de partenaires distributeurs. Vous le voyez, c'est gros, hein. Il y a 36 millions d'assurés en prévoyance et protection dans le monde et 12 millions d'assurés sur tout ce qui est épargne retraite dans le monde. Avec des positions qui sont très fortes dans les différents marchés. CNP Assurance est numéro 1 en assurance emprunteur en France. J'en parlais juste avant. Numéro 2 en assurance vie. C'est le 3e assureur brésilien et le 7e assureur européen. Alors vous voyez, pour comparer un petit peu, je vous ai mis un petit chiffre en bas de l'écran. Le groupe Covéa qui possède MAF, MMA, GMF, quand vous cumulez ces 3 marques, c'est 11,5 millions de sociétaires. Donc quand vous voyez que CNP en a 36 millions en prévoyance protection et 12 en épargne retraite, ça vous donne une petite idée quand même de la puissance de CNP et de son nombre d'assurés qui est vraiment assez important. On continue avec les chiffres clés où là vous voyez que CNP Assurance est présent donc en Europe et en Amérique latine. C'est les deux jambes sur lesquelles s'appuie CNP Assurance pour développer son business. Regardez ici la répartition du chiffre d'affaires par partenaire. Donc les deux principaux actionnaires de CNP Assurance génèrent à eux deux 40% du chiffre d'affaires de CNP Assurance. C'est donc très important. Vous avez un partenariat qui est exclusif avec la Banque Postale jusqu'en 2025 avec une extension prévue jusqu'en 2036. Bon, normalement, ça devrait aller, comme c'est le premier actionnaire, il ne devrait pas avoir de problème pour renouveler ce partenariat exclusif jusqu'en 2036. BPCE, c'est sécurisé jusqu'à fin 2030. Et puis ailleurs dans le monde, vous voyez par exemple au Brésil, vous avez un partenariat jusqu'en 2045. Pour ce qui est d'Unicredit, jusqu'en 2024. Donc c'est celui qui arrive à échéance la plus brève. Et puis vous avez un partenariat exclusif jusqu'en 2034 avec Santander, qui est une banque vraiment très importante, qui est un mastodonte. Donc voilà, tout est sécurisé au niveau des partenariats pour CNP Assurance, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Regardons maintenant les chiffres clés de 2020. CNP Assurance a généré un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros, donc en décroissance de presque 20% par rapport à l'année dernière. Donc la crise est passée par là, la crise Covid. Vous regardez, le chiffre d'affaires de 2019, c'était 33,5 milliards, 32,37 milliards en 2018. Donc j'ai regardé, il faut remonter à 2005 pour retrouver ce niveau de chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros. Donc en fait, CNP Assurance l'année dernière est revenu 15 ans en arrière au niveau du chiffre d'affaires. Heureusement que ce n'est pas le cas au niveau du résultat net, on va en parler juste après. Mais pour le coup, CNP Assurance a vraiment bien résisté au niveau du résultat net. Les encours moyens ont continué à progresser malgré la crise à 326 milliards d'euros d'encours moyens net en 2020 versus 321 et 313 respectivement en 2019 et en 2018. Au niveau du résultat net, je vous l'avais dit, ça a très très bien résisté du côté de CNP Assurance en 2020, puisque vous avez vu la baisse de chiffre d'affaires, quasiment 20%, et le résultat net n'a baissé que de 4,7%. Donc capacité assez exceptionnelle de CNP Assurance à absorber cette crise Covid avec 1,350 milliard d'euros de résultats nets en 2020. Vous voyez, par rapport à 2019 et 2018, la baisse est vraiment légère. Ça nous ramène quasiment au niveau de 2018 où la boîte avait généré 1,367 milliards de résultats nets pour le groupe. Point important quand même, on en parle de plus en plus. 81% des actifs financiers gérés le sont avec des filtres ESG. Alors quelque chose qui est extrêmement important pour un assureur, c'est son ratio de solvabilité. Est-ce qu'il a des fonds propres qui sont solides, qui permettent de résister à différentes crises qui pourraient subvenir. Alors déjà, on a vu qu'en 2020, la résistance était très bonne au niveau de CNP Assurance. Le ratio de solvabilité, il est de 208%. Je vous ai mis à titre de comparaison le ratio de solvabilité d'AXA qui est de 200% au 31 décembre 2020. Donc vous voyez, AXA, c'est quand même solide, c'est un des leaders mondiaux de l'assurance et ils ont un ratio de solvabilité qui est de 200%, CNP et un ratio encore meilleur que celui d'AXA. Au niveau des notations financières, vous le voyez, il n'y a pas de problème. Les trois grandes agences que sont Fitch, Moody's ou encore Standard & Poor's mettent des notes très bonnes à CNP Assurance avec des A, A1 ou encore A+. Donc aucun souci à se faire du côté de la solidité de CNP Assurance. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul et on va regarder l'évolution des résultats au cours des années précédentes. Qu'est-ce qu'on peut constater sur le résultat brut d'exploitation ? Eh bien, on était sur une tendance qui était quand même assez sympathique au niveau de CNP Assurance, en progression régulière avec une forte accélération en 2016 et en 2017. Donc, vous voyez, un résultat qui n'arrêtait pas d'augmenter d'année en année jusqu'en 2019. Et puis forcément, en 2020, on a pris un petit coup dans les côtes avec un résultat qui a été en
baisse sensible, mais pour le coup, on est seulement, entre guillemets, revenu sur des niveaux de 2016, ça reste tout à fait correct. Alors là, on est sur quelque chose de particulièrement intéressant compte tenu de ce qu'on vient de voir. Là, c'est l'évolution du résultat net part du groupe, donc des bénéfices, depuis 2013 toujours jusqu'en 2020. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On constate qu'on a une croissance qui est vraiment régulière dans le temps, puisqu'entre 2013 et 2019, la croissance moyenne annuelle était de plus 4,6% par an. Donc en fait, c'est une belle locomotive qui est lancée, ce CNP Assurance. Et cette année, en 2020, malgré la baisse importante du chiffre d'affaires, malgré la baisse du résultat brut d'exploitation, on constate quoi ? On constate qu'on a une baisse très légère au niveau du résultat net, donc on a bien absorbé le différentiel de chiffre d'affaires et de résultat brut d'exploitation. On a une capacité à générer des profits chez CNP Assurance qui est vraiment extrêmement intéressante. La résilience a vraiment été là dans cette société cette année. Maintenant, on va regarder ce que donne ce résultat net par action. Ça permet de voir la soutenabilité du dividende et de voir aussi si l'entreprise n'a pas créé trop d'actions au cours de ces dernières années, n'a pas trop dilué ses actionnaires. Est-ce qu'elle les respecte ? Et bien la réponse est oui concernant CNP Assurance, que vous voyez. On a commencé à 1,46€ là sur ce graphe en résultat net par action en 2013 pour culminer à 1,91€ en 2020. Alors en légère baisse par rapport à 2019, mais quand même le résultat net par action, malgré la crise énorme qu'on a connue l'année dernière, a progressé de plus 30% entre 2013 et 2020. C'est un très bon signal. Alors maintenant, il y a un autre critère qui est important quand vous recherchez des actions pour leurs dividendes, c'est le free cash flow par action, c'est-à-dire la trésorerie que l'entreprise est capable de générer. C'est avec la trésorerie qu'on paye les dividendes. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu un énorme travail de fait au niveau du free cash flow par la direction de l'entreprise, puisque on voit le résultat net a augmenté de plus 30%, ce qui est déjà très bien de 2013 à 2020. Et bien en ce qui concerne le free cash flow par action, il a été multiplié par 2,2 pendant ces mêmes années. C'est tout bon pour le dividende. Et bien justement, puisqu'on parle du dividende, regardons l'historique, retournons-nous un petit peu en arrière pour regarder comment ça a évolué. Il faut savoir, comme on l'a vu au début de la vidéo, que l'entreprise s'est introduite en bourse en 1998 et depuis 1998, non seulement elle verse un dividende, mais ce dividende n'a jamais baissé. Il a même été très régulièrement, très fortement augmenté. Je vous ai pas mis tout l'historique depuis 1998, mais je vous assure que la courbe est assez impressionnante. Ça a été assez stable, vous voyez, entre 2012 et 2015, même pas assez stable, complètement stable, à 77 centimes. Et puis après, la croissance du dividende a repris à ce moment-là. Pour les résultats 2016, il a été proposé 80 centimes de dividende, une progression de plus 5% pour les résultats de 2017, quasiment plus 6% pour 2018. Et puis pour les résultats 2019, donc qui devaient être versés en 2020, l'entreprise avait proposé une augmentation des dividendes d'encore plus 5,6%, c'est-à-dire 0,94 € par action. Le Covid est passé par là et CNP Assurance a suivi les préconisations de l'ACPR, qui est le gendarme de l'assurance en France, et a donc annulé le versement de son dividende en 2020 en ce qui concerne ses résultats 2019. Donc pour la première fois depuis son entrée en bourse, CNP Assurance n'a pas pu verser de dividende. Elle en avait les moyens, mais c'était par prudence et pour respecter ce que lui disait l'ACPR. Et donc du coup, CNP n'a pas versé de dividende l'année dernière. Maintenant, CNP a décidé de se rattraper en partie quand même sur 2020, puisque vous voyez le dividende qui va être versé en fait est d'1,57 € et il est décomposé de la manière suivante. La partie en vert, 77 centimes, c'est le dividende dit régulier et il y a 80 centimes de dividende exceptionnel. Alors ça ne compense pas la totalité de ce qui aurait dû être versé l'année dernière, mais franchement, en tant qu'actionnaire de CNP Assurance, je suis super content que le conseil d'administration ait proposé 1,57 € pour la rémunération des actionnaires. Ça envoie plusieurs signaux qui pour moi sont très positifs. Ça veut dire qu'ils veulent remercier les actionnaires de leur fidélité. Ils n'oublient pas la rémunération des actionnaires malgré le fait que derrière la banque postale ce soit la Poste et donc du coup ce soit l'État in fine qui soit derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas investir dans les entreprises où il y a l'État au capital. Moi c'est mon cas, je suis pas super fan, mais pour le coup je pense qu'il y a une bonne équipe dirigeante et que l'intérêt des actionnaires privés sont quand même pris en compte et donc du coup j'ai confiance dans CNP Assurance et dans la capacité de CNP Assurance à reprendre une croissance du dividende au cours des années à venir.
Si on regarde rapidement l'action, c'était tombé très bas au niveau de CNP Assurance. Ça a rebondi très fortement. Mais aujourd'hui, on est encore à 15-20% des plus hauts de ces dernières années. Regardez la valorisation de l'entreprise, le PER, le Price Earning Ratio, donc le rapport cours sur bénéfice de 2020, est à moins de 9 fois. On est à moins de 8 fois pour 2021 et on tombe à 7,5 fois les bénéfices 2022 projetés aujourd'hui par les analystes. Donc CNP Assurance, malgré son fort rebond, reste vraiment pas cher. Alors comme toute compagnie d'assurance, c'est ce qu'on appelle des valeurs à fort bêta, c'est-à-dire que quand les marchés montent, en plus les taux remontent en ce moment, eh bien l'action a un bon potentiel de rebond et va amplifier les rebonds des marchés. Par contre, dès qu'il y a des soubresauts, dès qu'il y a de l'inquiétude, fort bêta, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'action risque de baisser dans des proportions bien plus importantes que le marché lui-même. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête quand vous achetez CNP Assurance. Il faut accepter une forte volatilité. Moi, franchement, je l'accepte et je dors bien puisque je sais que de toute manière, j'ai mes dividendes qui vont tomber avec CNP Assurance. On passe maintenant à la deuxième action et cette deuxième action n'est autre qu'un réassureur. Alors oui, on a eu un assureur pour la première société, on a maintenant un réassureur pour la deuxième. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo spéciale assurance, donc la troisième société ne sera pas de ce domaine-là. En l'occurrence, là, on va regarder donc Score, le réassureur, qui au cours actuel procure un rendement de 6,15% pour ses actionnaires. Alors qui est Score ? Score existe depuis plus de 50 ans maintenant. C'est tout simplement le 4e réassureur mondial. C'est une société française qui a plus de 4000 clients, plus de 3000 collaborateurs et qui est implantée un petit peu partout sur la planète. Elle a plus de 36 bureaux dans le monde qui lui permettent de couvrir plus de 130 pays. Alors le ticker Euronext de Score, c'est SCR. Alors faites gaffe, ça dépend si vous achetez vos titres dans le PEA ou dans un compte titre. Bon, pour moi, il n'y a pas photo, faut l'acheter dans un PEA. Mais en tout cas, quand vous tapez SCR chez vos courtiers, vous avez une autre entreprise américaine qui ressort, qui est Comscore. Donc vous ne trompez pas, c'est bien SCR coté à Paris et donc la société Score. Le code ISIN, vous l'avez en haut à droite. Avec le code ISIN, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir une autre société qui va être poussée par votre courtier. Alors, regardons la répartition de l'actionnariat. Vous voyez que vous avez 85% du capital qui est aux mains des institutionnels. Les employés sont très présents et pour moi, c'est un signe important au niveau de l'entreprise. Les intérêts de l'entreprise sont alignés avec ceux des employés et donc avec les actionnaires, notamment en ce qui concerne les dividendes. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très très positif. Les actionnaires individuels, vous voyez, représentent 2% du capital de Score. Bon, ça paraît un petit peu fat comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble, en tout cas les lignes les plus importantes, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez donc les résultats au 31 décembre 2020 versus les résultats au 31 décembre 2019 versus ceux au 31 décembre 2018. Ça permet de voir un petit peu de quelle manière l'entreprise a évolué au cours de ces 3 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On voit au niveau des primes brutes émises comme au niveau des primes nettes acquises, on voit une progression, donc ça va dans le bon sens. On voit au niveau du résultat opérationnel, il y a une progression entre 2018 et 2019. Par contre, 2020, ça a souffert très très fortement et on retrouve logiquement la même chose dans le résultat net consolidé puisqu'il a quasiment été divisé par 2 entre 2019 et 2020 en passant de 422 millions d'euros à 234 millions d'euros. Indicateur qui est très positif, c'est le ratio des coûts. Donc ça c'est important, c'est votre capacité aussi à faire des économies au fur et à mesure des années pour pouvoir générer plus de marge, plus de profit. On voit qu'il est passé de 5% à 4,7% puis à 4,5% cette année. Donc c'est très positif et ça fait des années comme ça que ça baisse. Il y a un gros travail qui est fait sur le ratio des coûts. Ça c'est vraiment quelque chose que je suis de près et ça va dans le bon sens en ce qui concerne l'entreprise Score. Si on regarde l'actif net par action maintenant, on constate qu'il y a eu une progression entre 2018 et 2019. Ça a accusé un petit peu le coup mais rien de bien méchant au niveau de 2020. Donc aujourd'hui, on le verra quand on va regarder le cours de bourse de l'action Score, mais l'action Score cote sous son actif net par action. Ça, c'est un élément qui est particulièrement intéressant. Autre chose qu'il faut regarder, c'est les flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles, c'est-à-dire c'est le free cash flow directement généré par les opérations de l'entreprise. Et là, on voit qu'il y avait eu une légère baisse entre 2018 et 2019 et en 2020, bonne surprise, malgré la crise, le free cash flow a fortement progressé en passant de 841 millions d'euros à 988 millions. Et pour les personnes qui investissent dans les dividendes, le cash flow, c'est vraiment l'indicateur à surveiller.
La très bonne nouvelle pour l'entreprise Score en 2021, c'est qu'en début d'année, ils ont réussi à faire passer des augmentations tarifaires de presque 16%. Vous le voyez, une croissance des primes de 15,9%. Donc ça, c'est très bon parce que pour le coup, c'est directement de la marge supplémentaire par rapport à l'année dernière. Vous n'avez pas 500 entreprises et 500 secteurs d'activité qui peuvent se permettre comme ça en un claquement de doigts d'augmenter leurs tarifs de 16% du jour au lendemain. Et bien, c'est le cas de Score qui a réussi donc à faire passer ces augmentations en début d'année. Même chose que pour CNP Assurance, ce qui est important pour un réassureur, c'est aussi son ratio de solvabilité. Donc là, vous voyez que Score, c'est le bon élève du secteur, puisqu'on a vu tout à l'heure que AXA à 200%, vous avez CNP qui est à 208% et vous avez Score qui est à 220% en ratio de solvabilité. Donc c'est juste ce qu'il faut. C'est d'ailleurs le haut de la fourchette que Score s'est fixé comme objectif, puisqu'après avoir trop de capital, c'est pas bon non plus parce que vous le sous-exploitez, vous le sous-utilisez. Et d'ailleurs, ils ont prévu en cas de capital excédentaire de pouvoir le retourner aux actionnaires sous forme de dividendes ou encore de rachat d'actions. Pour la notation financière, c'est du tout bon avec du Fitch, Moody's ou encore S&P qui note vraiment très bien l'entreprise Score avec des notations AA-, perspective stable pour Fitch et pour S&P. Il est temps de regarder l'historique de dividendes et vous le voyez depuis 2006, on est sur une courbe assez sympathique puisque vous avez un dividende qui a été stable entre 2006 et 2008. Donc malgré l'énorme crise financière de 2007-2008, la crise générée à la base par Lehman Brothers, vous voyez que Score fait partie des entreprises qui ont continué à verser un dividende et dès l'année suivante, en 2009, vous avez eu une augmentation très importante de plus 25% du dividende à 1 euro par action et puis cette progression a été quasi constante tout au long de ces dernières années pour culminer en 2018 à 1,75 €. Alors pour 2019, donc les résultats 2019 avec le dividende qui aurait été versé donc en 2020, ils avaient proposé un dividende de 1,80 €. Là c'est pareil que pour CNP Assurance, ils ont suivi les recommandations de l'ACPR et du coup ils n'ont pas versé de dividende l'année dernière, bien qu'ils en avaient les moyens. Mais bon, dans une entreprise de réassurance comme Score, ça ne me choque pas que les autorités aient insisté pour que les dividendes ne soient pas versés l'année dernière. Honnêtement, c'est tout à fait normal par rapport à la violence du choc qu'on a connu et Score était vraiment très exposé en tant que réassureur. Donc voilà, moi j'ai pas de problème par rapport au fait qu'ils aient suspendu leurs dividendes l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On voit ici les bâtons, c'est le payout ratio. Donc c'est le pourcentage des résultats nets des bénéfices qui sont reversés sous la forme du dividende. Donc on peut constater que jusqu'en 2016, on était dans des ratios qui étaient somme toute assez normaux et assez prudent, donc c'était sain. On voit que depuis 2017, on est sur des ratios qui sont très importants, puisqu'en 2017, Score a même distribué plus de dividendes que le montant des bénéfices qu'ils ont fait cette année-là. Et oui, c'est possible avec le cash qu'ils ont de côté. Et en 2018, ils avaient reversé 100%, donc l'intégralité du bénéfice. Alors, au niveau de Score, même si je préférerais que le payout ratio redescende, au niveau de Score, c'est pas hyper grave non plus. Vous avez vu le score de solvabilité, ils ont énormément de cash, ils sont très solides, ils ont du capital excédentaire, donc ils peuvent tenir comme ça un petit bout de temps. Après, je vous avoue que redescendre sur des ratios aux alentours de 50, 60, aller jusqu'à 70-80% de payout ratio, je préférerais, je trouve que ce serait plus rassurant pour les années à venir, même si encore une fois, Score est vraiment particulièrement bien géré, donc je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité à pouvoir verser du dividende pour le moment. Donc ça, vous savez que c'est un critère que j'aime bien regarder, le nombre d'actions qui composent le capital d'une entreprise et sa variation au cours des différentes années. Alors là, j'ai pris comme point de référence le 31/12/2015, il y avait 192 653 095 actions qui composaient le capital de Score, et au 31 mars 2021, donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est la dernière déclaration en date de Score sur le nombre d'actions qui composent son capital. Vous voyez qu'on était en baisse de près de 3%.
et qu'on passe sous la barre des 187 millions d'actions. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que Score ne dilue pas ses actionnaires actuels. Et pareil, au niveau du dividende, c'est une bonne nouvelle puisque si vous avez un nombre d'actions qui diminue, alors là, c'est très faible, mais un nombre d'actions qui diminue, même en distribuant le même montant au global de dividendes, vous pouvez légèrement augmenter le dividende par action. Donc c'est bien pour ceux qui recherchent comme moi des dividendes. Alors quand on avait regardé l'évolution des résultats de Score au cours des dernières années, je vous avais dit qu'il y avait un indicateur important que je suivais, c'est le free cash flow opérationnel. Alors là, en commençant en haut, je vous ai remis le nombre d'actions de Score au 31 mars, c'est quasiment 187 millions d'actions. Le dividende par action est d'1,80 € et donc le montant total qui sera versé à ses actionnaires par Score, c'est plus de 336 millions d'euros en 2021. Donc c'est plus que le résultat qui a été effectué en 2020. En revanche, ce qui est important, c'est que le free cash flow opérationnel couvre largement ce dividende, puisque vous voyez, vous avez quasiment 900 millions d'euros en 2018, 841 millions en 2019 de free cash flow opérationnel, et l'année dernière, le free cash flow opérationnel généré par l'entreprise, et donc par les activités de l'entreprise, était à près d'1 milliard d'euros. Donc, le free cash flow, c'est la trésorerie qui est disponible, c'est avec ça qu'on paye les dividendes. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un indicateur qui est surveillé comme le lait sur le feu par tous les investisseurs dans les dividendes. Et là, on constate que le dividende qui sera versé cette année est couvert quasiment 3 fois par le free cash flow. Donc, aucune inquiétude par rapport à la capacité de l'entreprise à payer son dividende cette année. Et même dans les années à venir, avec un niveau de free cash flow opérationnel comme celui-ci, il n'y a pas de problème. L'entreprise peut continuer à verser des dividendes extrêmement importants. Une autre chose à savoir concernant l'action Score, c'est que moi personnellement, je ne suis pas sur Score que pour ses dividendes. Bien sûr, ça fait partie des choses qui m'ont attiré dans cette action, mais aujourd'hui, je la trouve vraiment sous-cotée. Je trouve qu'elle a un potentiel de rebond qui est vraiment important. Elle est clairement sous-valorisée. Et vous voyez, j'en veux pour preuve la proposition d'OPA amicale à l'époque faite par Covéa en septembre 2018 qui voulait racheter Score pour le prix en numéraire de 43 €. Alors, dedans, il y avait une prime de contrôle pour le coup, donc ça ne veut pas dire que Score va remonter demain à 43 €. Alors, pour la petite histoire, la proposition amicale d'OPA s'est transformée en bataille devant les tribunaux avec des procès intentés de part et d'autre entre Covéa qui est toujours actionnaire minoritaire de Score et en l'occurrence la société Score, mais on a vraiment du levier sur cette entreprise. Regardons maintenant ce qu'il en est du cours de bourse. Au moment où je tourne cette vidéo, le cours de clôture est de 29,18 €. Donc vous le voyez, je vous ai mis l'historique depuis 2009 où elle cotait aux alentours des 15 €. Elle a très bien progressé, a été sur une très belle dynamique. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement, quand vous voyez la courbe, on est vraiment sur une tendance très positive. Et puis, la grosse chute ici, due au Covid, avec une action qui a baissé, qui était vers les 37-38 €, qui a même flirté avec les 40 € juste avant la fin 2020. Et la chute sous les 20 €. Depuis, elle a repris donc quasiment 50%. Mais aujourd'hui, elle reste encore loin des 35-40 € qu'elle a pu taper à un moment donné. Alors, ces fameux 43 à 44 € qui ont été atteints, c'était au moment justement de la proposition d'OPA de Covéa. Mais pour le coup, sans dire qu'elle va revenir vers là, elle a tout à fait le potentiel pour rebondir vers les 35-36 €. Alors après, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est la même chose qu'avec CNP Assurance, c'est-à-dire que Score a un très fort bêta. Donc, quand la bourse baisse, Score risque de baisser d'autant plus, et quand la bourse augmente, Score risque d'augmenter d'autant plus, mais pour le coup elle me paraît encore clairement sous-valorisée aujourd'hui. Donc sur Score, pour résumer, vous avez un bon rendement qui est très bien couvert par le free cash flow et vous avez en plus un très bon ratio solvabilité, sans oublier un potentiel de réappréciation du cours qui me semble non négligeable aujourd'hui. Alors la troisième et dernière action de cette vidéo, c'est un classique de chez classique, mais franchement en ce moment je pense que c'est toujours une très bonne opportunité. Il s'agit de la société Total. Alors, Total, je vais faire court aujourd'hui, je ferai plus tard une vidéo bien plus longue, bien plus importante pour expliquer toute la stratégie de Total, pour parler de son PDG qui est un dirigeant hors pair, qui est Patrick Pouyanné. Mais pour le coup, là on va se focuser sur les éléments qui sont vraiment importants et je vais vous dire si pour moi le dividende il est pérenne ou pas au niveau de l'entreprise Total. Alors je vous ai mis deux logos au niveau de Total puisque normalement ce sera validé par l'Assemblée Générale des actionnaires. Total va changer son nom pour devenir Total Énergie. Les raisons de ce changement, on en parle un petit peu plus tard.
Total, c'est une action qui est très connue, donc on va passer rapidement sur quelques éléments. Le ticker Euronext de Total, c'est FP, vous avez le code ISIN qui est en haut. On va regarder la répartition de l'actionnariat par principale catégorie. Ça, c'est important parce que qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les actionnaires individuels sont présents en nombre au capital de Total. Total, c'est une entreprise qui est adorée par ses actionnaires individuels, notamment grâce à la sécurité et au rendement de son dividende. 8,5% du capital est possédé par les actionnaires individuels. C'est un des scores les plus importants en France avec notamment la société Air Liquide. Vous avez les salariés du groupe qui possèdent 6% du capital. Ça, c'est pareil, c'est très très bon. Alignement des intérêts actionnaires et salariés. Et puis les actionnaires institutionnels représentent 84% du capital. Alors vous voyez qu'au niveau de la composition de son actionnariat par zone géographique, c'est une entreprise qui est extrêmement internationale au Total, puisque en numéro 1, eh bien en fait c'est l'Amérique du Nord, les actionnaires d'Amérique du Nord qui possèdent 32,1% du capital de Total, suivi de la France à 30,6%. Les quelques chiffres clés du groupe pour 2020, on va passer rapidement dessus. Le résultat net, on va en reparler juste après, donc je passe. Le ratio d'endettement, ça c'est important, c'est une des majeures pétrolières les moins endettées, avec 21,7% de ratio d'endettement, sachant que Total a pour objectif de passer ce ratio sous 20% le plus vite possible, donc boîte qui est extrêmement bien gérée. Vous avez 13 milliards d'investissements nets qui ont été réalisés, donc c'est quand même un budget qui est en baisse par rapport à ce qui était initialement prévu. Total a coupé dans ses investissements. Ils n'ont pas coupé tous leurs investissements, mais ils ont baissé certains investissements pour pouvoir passer la crise de 2020. Un autre chiffre, c'est ces fameux $26. C'est le point mort cash organique avant dividende, c'est-à-dire que Total commence à gagner du cash au-dessus de ce niveau-là. C'est un des meilleurs scores de toute l'industrie pétrolière. Donc ça veut dire que Total a une capacité à être rentable très très rapidement et à absorber la baisse des cours du brut de manière très agile. Et puis 2,64 €, c'est le montant du dividende par action versé au titre de l'exercice 2020. Maintenant, on va regarder les résultats de 2020. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le bas de ces éléments. La perte de 2020 de Total s'élève à 7,2 milliards de dollars. Alors dit comme ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, mais en fait, il y a un trou dans les caisses de 7 milliards de dollars. C'est la perte réelle qu'ils ont réalisée en 2020. Mais en fait, c'est pas le cas puisqu'il y a eu des dépréciations très importantes, des dépréciations donc d'environ 10 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils ont déprécié la valeur des actifs, en l'occurrence des sables bitumineux au Canada qui ont été dépréciés dans les comptes. Donc c'est pas du cash qui est sorti des poches de l'entreprise, c'est juste que ces actifs valent moins que ce qu'ils étaient valorisés à un moment donné, et c'est pour ça que comptablement on est obligé de passer des dépréciations, et donc ça génère cette fameuse perte sur 2020, alors que hors dépréciation, qui encore une fois je vous le rappelle n'ont strictement rien coûté à l'entreprise cette année, eh bien vous avez un bénéfice positif de plus de 4 milliards de dollars. Alors certes, il est en très forte baisse par rapport à 2019, mais vous avez quand même énormément de majors pétrolières qui ont publié des vraies pertes cette année, un bénéfice négatif, et donc Total s'en sort très bien avec 4 milliards de résultats nets en 2020. Si on regarde l'avenir de Total, Total continue de se développer sur différents secteurs, notamment la production d'électricité. On voit que par rapport à 2019, 2020 a vu une poussée importante de la capacité de production d'électricité, notamment au niveau des renouvelables qui a plus que doublé. Pareil, ça a bien bougé au niveau du gaz en Europe, qui est quand même mis en avant par Total comme une énergie assez vertueuse, puisque beaucoup moins émettrice de CO2 que le charbon ou encore le pétrole. Donc c'est mis en avant comme une énergie de transition. Pour le coup, on aura besoin du gaz pour faire la transition énergétique. Le portefeuille de capacité de production d'électricité renouvelable pour 2025 en termes d'objectifs, on voit que Total a un objectif très important de 35 gigawatts. Donc Total mise à fond sur les énergies renouvelables comme relais de croissance pour les années à venir et les décennies qui vont arriver. En ce qui concerne toujours la production d'électricité, cette fois-ci, si on regarde sur le côté B2B et B2C, donc en tant que distributeur d'électricité et de gaz, notamment avec la filiale Total Direct Energy, on voit que Total continue de gagner des parts de marché, puisque le parc d'abonnés continue d'augmenter. Il s'élevait à 8,3 millions à fin 2020, contre 5,8 millions de clients gaz électricité à fin 2019.
Alors là, on revient au gaz avec la production de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, dont Total est le numéro 2 mondial, juste derrière Royal Dutch Shell. On voit que la production de GNL continue de croître, hein. Elle a réussi à croître en 2020 malgré les confinements, malgré les chocs importants affligés à l'économie et donc la sous-consommation de pas mal d'énergie. Mais là, ça a continué à pousser en termes de production et le volume de vente a suivi. On voit une croissance qui a été très forte entre 2018 et 2019 et ça a continué en 2020. Analysons maintenant l'évolution du dividende de Total. Je vous ai mis un historique qui remonte à 2003. Alors avant 2003, Total versait un dividende, mais j'ai fait le choix de ne pas mettre trop d'années non plus. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce graphe ? Eh bien, il y a eu une très très forte croissance des dividendes de Total entre 2003 et 2008. Après, on a été sur quelque chose de plutôt stable et après des légères hausses avec une nouvelle accélération de la hausse à partir de fin 2016, exercice 2016 jusqu'en 2019. Là, c'était quand même reparti à la hausse. Alors sur 2020, vous avez beaucoup de personnes qui disent Total a maintenu son dividende, c'est vraiment exceptionnel. Alors c'est une très très belle performance qu'a fait Total en 2020 de réussir à maintenir 2,64 € par action. C'est vraiment exceptionnel dans le contexte de crise que le pétrole a connu. C'est quelque chose de dingue. Mais pour le coup, Total n'a pas maintenu son dividende. C'est-à-dire que le dividende trimestriel, les acomptes sont restés les mêmes, mais au niveau du solde du dividende, eh bien là où pour les résultats 2019, Total avait augmenté le dernier versement, et pour le coup, Total a prévu un versement stable sur 2020, ce qui donne un dividende en très légère baisse. Mais honnêtement, c'est une très très belle performance de la part de Total d'avoir maintenu son dividende trimestriel, même si le dividende annuel a légèrement baissé de 4 centimes. Du coup, pour vous montrer à quel point c'est une performance exceptionnelle qu'a réussi à faire Total en maintenant un dividende de 2,64 € en 2020, malgré la crise énorme qu'on a pu connaître au niveau du baril de pétrole, eh bien regardez un de ses principaux concurrents, Royal Dutch Shell. Fin avril 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont coupé leurs dividendes et c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça faisait 80 années que Royal Dutch Shell n'avait pas baissé son dividende. Un truc de dingue. Et bien pour le coup, Royal Dutch Shell l'avait baissé l'année dernière de 66% des 2 tiers. Il était passé de 0,47 $ par trimestre à 0,16. Donc vous voyez, baisse très très importante, même si depuis, ils ont commencé à le réaugmenter au cours du deuxième semestre 2020 avec le redressement des cours des barils de Brent. Mais on est quand même encore loin de ce que Royal Dutch Shell avait l'habitude de verser, puisque vous voyez, le dividende qui a été versé au premier trimestre 2021 s'est élevé à 0,33 $ par action. Alors, doublé par rapport à la coupe de l'année dernière, mais encore bien inférieur aux 47 centimes qui prévalaient jusque-là. Et c'est la même chose pour BP. Et oui, British Petroleum a divisé son dividende par 2 en août 2020 pour le passer à 0,05 $ par action par trimestre. Et d'ailleurs, à la différence de Royal Dutch Shell, donc qui a commencé à bien redresser le montant de son dividende, à bien l'augmenter, eh bien BP continue de le maintenir actuellement à 0,05 $ par action par trimestre. Donc vous voyez, c'est quand même une excellente performance que Total ait pu continuer à verser ce dividende. La société est vraiment très très bien gérée et vous avez un PDG, Patrick Pouyanné, qui vraiment a conscience de l'importance du dividende pour ses actionnaires et a tenu vraiment à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à le verser. D'ailleurs, Patrick Pouyanné a dit que le dividende de Total restait soutenable à partir du moment où le baril était au moins à 40 $. À 40 $ le baril, Total peut continuer à investir, à gérer sa dette et à verser son dividende. Donc ce qui est important avec Total, c'est de regarder l'évolution du baril de pétrole. Donc le baril de Brent au moment où je tourne cette vidéo est à 63,05 $. Si on regarde le graphe au cours des 6 derniers mois, qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que le baril avait rechuté juste avant l'annonce du deuxième confinement, la fin octobre. On était sur du 37-38 $ le baril. Il a quasiment doublé jusqu'à mi-mars de cette année, donc mi-mars 2021. Et puis vous avez une baisse et là depuis, il se situe dans un canal compris entre 60 et 65 $ du baril. Donc là,
si on regarde justement ce qui s'est passé pendant un an, on voit effectivement la grave crise qu'ont connue les pétroliers, puisque vous avez le baril de Brent qui avait touché les $20 seulement. Donc ça avait vraiment plongé. Regardez, je vais prendre la vue à 5 ans, ça va être un petit peu mieux. On constate que juste avant la crise Covid, le baril était aux alentours des $65-66, c'est-à-dire comme il est globalement aujourd'hui. Et puis il avait chuté extrêmement violemment, extrêmement fortement, vous voyez, au 22 avril à $20. Depuis, il a rebondi pour retrouver ses niveaux d'avant crise Covid. Et d'ailleurs, pourquoi Total, c'est une bonne opportunité selon moi en dehors du rendement de l'action, c'est que l'action n'est pas remontée à ses niveaux de décembre 2019, contrairement au cours du Brent qui a bien rebondi et qui a retrouvé ses niveaux d'il y a 15 mois. Et bah c'est pas le cas encore de l'action Total, et c'est pour ça qu'il y a un double levier à jouer sur Total selon moi, en l'occurrence le rendement du dividende et en plus une revalorisation, un repricing de l'action qui pour moi est à venir. Justement, regardons l'action Total. Là, on voit qu'elle a clôturé sous les 38 €. Regardons au cours des 6 derniers mois le parcours qu'elle a fait. Elle a touché un plus bas des 6 derniers mois à 25 €, donc juste avant l'annonce du deuxième confinement. Ça correspond avec le creux du baril de Brent. Elle a bien rebondi depuis. Mais si on regarde le cours au cours des 5 dernières années, donc là, il y avait eu des opportunités exceptionnelles. L'action était même passée sous les 20 € au niveau de Total. Elle a très très bien rebondi, même si elle a eu des à-coups au cours de l'année 2020 au gré des news sur le Covid. Mais quand je vous disais que le baril de Brent était remonté à 63-65 $ au même cours que décembre 2019 et que Total n'était pas encore remonté à ce niveau-là, bah vous voyez effectivement, si on vient en décembre 2019, l'action a touché les 50 € et même dépassé les 50 €. Et pour le coup, aujourd'hui, on a encore fortement sous-évalué par rapport à ce cours-là à l'époque, puisque l'action est toujours en baisse de 23% par rapport à ses cours de fin 2019. Alors entre-temps, on a eu effectivement avec la crise Covid certaines prises de conscience, certaines accélérations au niveau des énergies renouvelables, donc ça fait bouger le marché. Les pétroliers ont une petite décote de valorisation à cause de ça, mais Total aujourd'hui certes est une entreprise qui produit du pétrole, mais elle produit de plus en plus de gaz, elle amplifie très fortement ses développements au niveau des énergies renouvelables, et à l'échéance 2030, le PDG de Total nous dit clairement que le pétrole, ça devrait représenter plus que 30% des ventes de Total. Donc pour le coup, ça va devenir minoritaire dans le mix énergétique proposé par Total, et ça selon moi c'est pas encore bien pris en compte par le marché, donc l'action est vraiment sous-pricée. Et d'ailleurs la transition est toute trouvée, puisque on termine par ça. Total, en tout cas le conseil d'administration de Total, a proposé à ses actionnaires de voter pour un changement de nom de Total en Total Énergie, énergie avec un S, afin de mieux refléter ce changement. Total se transforme, Total évolue vers une société qui produit de multiples énergies, du GNL, du gaz, de l'éolien, du panneau solaire. Ça c'est le Total de demain, avec bien sûr encore du pétrole, et le pétrole est nécessaire encore aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et ce qui est bien pour nous actionnaires de Total, c'est que le pétrole en fait génère des cash flows importants qui vont permettre de financer toute cette transition énergétique de Total, et donc faire de Total Total Énergie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum cette vidéo, de la commenter et de vous abonner. C'est super important pour faire émerger la chaîne, pour m'aider à la développer. Donc je compte vraiment sur vous. Vous avez une petite vidéo qui s'affiche ici sur votre écran. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. On parle encore de nouvelles actions et je vous dis à très bientôt. Ciao!